prochaine, avec un S présentation, ce sera, en fait, je vais inviter plusieurs étudiants et étudiantes. Je vais nommer votre prénom, vous me rejoindre sur la scène et vous allez présenter votre projet en 1 minute chacun. Abigail, Gabriel, Samuel, Meryl, Ariane, Maria, Eric, Chadli, Mahasen et Gwen. Et j'inviterai aussi Émeric. La scène est à vous. OK. OK. Alors, on a juste 1 minute, donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Abigail Dussol, je suis étudiante au doctorat à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski avec Cédric Chavannes et Dany Dumont. Et aujourd'hui, je vais vous parler des radars haute fréquence. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on pourrait améliorer les prédictions de dérive de contaminants, comme le pétrole, ou alors la dérive d'objets, ou tout simplement de personnes à la surface de l'océan. Ou alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos méthodes d'observation du Saint-Laurent? Eh bien, pour moi, il y a un instrument dans le monde qui est capable de répondre à toute cette question. Et ce sont les radars haute fréquence. Ce sont des instruments côtiers qui permettent de mesurer à distance et de manière non invasive, sur des distances qui peuvent aller jusqu'à 200 km, les courants de surface. Et nous avons développé, en surfant sur la vague de l'intelligence artificielle, des nouvelles méthodes qui permettent cette fois-ci d'obtenir des cartes en quasi instantané de hauteur du niveau de la mer, de courant, de dérives induites par les vagues et surtout de la vitesse et de la direction du vent. Ces données, nous les avons pour l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Et aujourd'hui, je voudrais vous communiquer la disponibilité de ces données. Et surtout, j'aimerais également on aimerait dans la suite rendre accessibles ces données. Alors, si vous êtes des scientifiques ou bien des personnes membres du milieu du transport ou tout simplement des utilisateurs qui se posent la question, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui de sortir mon kayak ou mon paddle pour aller sur le fleuve? N'hésitez pas à venir me voir à mon affiche numéro 13, je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. J'en profite pour dire, j'ai oublié Élise. Excuse-moi, tu devais te poser des questions. Samuel, à toi. Samuel, Gabriel. Ah, mais... Non, mais vas-y, t'es là. Donc, bonjour, je m'appelle Samuel Côté, étudiant à la maîtrise en sciences des aliments à l'Université Laval. Donc, mon projet va consister à étudier les propriétés organoleptiques, l'innocuité et le profil nutritionnel d'aliments marins du Nunavik. Donc, j'ai commencé à étudier le chaboisseau, qui est un petit poisson de fond, la mie, une petite palourde, et la dulce, qui est une algue rouge, d'autres espèces qui vont s'ajouter plus tard. Donc, toutes ces espèces-là, ça fait partie des aliments traditionnels inuits qui peuvent être facilement récoltés à partir du littoral et qui sont encore peu étudiés. C'est un projet qui est réalisé en collaboration avec des communautés inuits du Nunavik. Pour ces communautés, les aliments traditionnels ont une grande importance à la fois alimentaire et culturelle. Donc, sur mon affiche, je vais vous présenter mes résultats préliminaires sur la composition nutritionnelle et sur le goût umami. Donc, on espère que ces résultats vont permettre aux communautés de promouvoir la consommation sécuritaire de ces espèces et de mieux comprendre les caractéristiques qui ont une influence sur le goût et l'odeur. Merci. Bonjour à tous, du coup moi c'est Elise, je travaille sur l'optimisation de l'extraction et de la purification des composés bioactifs marins qui auraient des propriétés anti-fouling. Fait qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé du transport maritime durable, mais il y a une notion qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est le biofouling. Le biofouling c'est quoi? C'est toute cette saleté qui vient se coller sur la coque du bateau, notamment à base d'algues ou de micro-organismes, de mollusques ou whatever. Fait que à l'origine, ce biofilm, il est causé à cause d'un biofilm bactérien qui vient se coller sur la coque et qui va faciliter l'ancrage de tous ces organismes. Et donc, mon but à moi, c'est de le combattre. Et pour ça, j'utilise des ressources qu'on a dans le Saint-Laurent, les microalgues.
parce que le biofouling, c'est plutôt problématique, donc ça réduit la traînée hydrodynamique des bateaux. Et rien qu'à titre d'exemple, pour l'US Navy, ça a coûté près de 500 millions de dollars de fuel par année depuis les années 2012. Fait que c'est énorme. C'est plus trop à la mode de vouloir polluer la planète. Fait que globalement, il faut trouver des alternatives naturelles. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes extraits de microalgues que j'essaye de tester sur les bactéries pour trouver des effets antiadhésifs mais non toxiques. Pardon. Voilà. Merci. Oh, on m'entend. Bonjour à tous. Oh. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Meryl Farrell, donc je suis étudiante au doctorat en sciences pharmaceutiques dans le laboratoire du docteur Frédéric Callon. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes travaux de recherche. Donc, j'étudie les algues, donc la Palmaria palmata notamment, donc dans un modèle animal de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour commencer, parce qu'on m'a demandé de vulgariser un petit peu, et puis je ne suis pas très bonne en vulgarisation. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu notre problématique. Dans un premier temps, dans le laboratoire, on s'intéresse beaucoup à la nutrition et on essaye de savoir donc si différentes techniques donc peuvent permettre de prévenir ou donc au contraire de ralentir différents symptômes qui sont associés donc à la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans cette optique-là, on a utilisé un modèle animal qui évolue donc comme dont la pathologie évolue comme la maladie d'Alzheimer chez les individus, et donc on leur a administré une diète pendant 8 semaines. Merci. C'est fini? Ah, bon, bah venez voir mon affiche numéro 12. Bonjour à tous, je m'appelle Chadli Yaya, je suis étudiant à l'Université Laval au département de géographie. J'ai mené une étude intitulée Changement climatique et transition énergétique dans le transport maritime sur l'Université Laurent. Il s'agit d'une étude qui a exploré les stratégies des entreprises dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit notamment des choix des entreprises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les motivations des entreprises à investir pour atténuer les émissions, et le rôle du gouvernement dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Je vous invite au poste 17 pour plus de détails. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est un peu bas. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Éric Bergeron. Je viens juste de finir ma maîtrise. Mon co-directeur, c'était Jean-François Audy. Mon directeur, c'était Pascal Forget. Projet en collaboration avec la Port de Trois-Rivières. En gros, le titre, c'était « Développement d'une méthodologie de simulation d'un système logistique pour identifier les goulots ». C'était un projet qui était finalement touché à la question d'un contexte d'expansion au port de Trois-Rivières. Donc, on parle de trafic additionnel de cette expansion-là. Il y a la question de ressources partagées, de trafic ferroviaire supplémentaire. Pour faire court, on venait étudier finalement l'impact de ce trafic additionnel-là sur certains seuils. Donc, il y a une proximité entre le centre-ville et le port. Et l'étude couvre beaucoup de choses, l'illustration de la simulation, puis comme je dis, on vient voir, OK, est-ce qu'il y a des dépassements de seuil pour certains services de train? Si oui, à quel point? Qu'est-ce qui appartient au trafic actuel du port de Trois-Rivières? Qu'est-ce qui est en prévision du nouveau trafic? Vous pouvez me voir à la fiche 16 pour plus de détails. Merci. Bonjour à tous, je suis Mahsen Ardaoui, étudiante en doctorat en génie électrique à l'Université de Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement un projet innovateur qui combine la technologie et la préservation de l'environnement. Donc, imaginez un monde où le transport maritime peut coexister avec la vie marine fragile. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet de doctorat qui vise à développer un système d'aide à la navigation pour le transport maritime afin de minimiser l'impact sonore sur les belugas. Les belugas, ces mammifères marins, sont actuellement en voie de disparition malheureusement et sont dans des situations de risque. Nous, en se basant sur ces situations de risque réelles, notre système sera capable de fournir des recommandations aux pilotes des navires pour les aider à avoir la décision la plus optimale en observant soit en diminuant la vitesse ou bien en changeant leur trajectoire. Donc nous offrons une solution pratique et efficace pour créer un avenir où le transport maritime peut coexister avec la vie marine. Merci pour votre attention. Vous pouvez me voir en affiche numéro 14.
Bonjour, moi c'est Ariane Tremblay, professionnelle de recherche en sciences des aliments à l'Université Laval. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder la liste d'ingrédients du fromage râpé. Si oui, vous avez peut-être remarqué la présence de natamycine, un additif qui est utilisé comme antifongique pour conserver le fromage. Cependant, les consommateurs sont de plus en plus soucieux des ingrédients qui sont ajoutés à leurs aliments, d'où l'intérêt de chercher des additifs naturels en alternative aux additifs artificiels. Les algues sont connues pour contenir des molécules antimicrobiennes qui vont cibler soit les levures, moisissures ou bactéries. Il y a quelques études qui ont été réalisées ailleurs dans le monde là, sur ces activités-là, mais par contre, c'est assez peu documenté sur les algues du Québec. Il y a certaines activités antibactériennes qui ont été démontrées, mais les activités antifongiques ne sont pas documentées. Donc, dans le cadre du projet, plus de 100 extraits ont été préparés et testés sur des micro-organismes d'altération dans le fromage. Je vous invite à venir voir mon affiche pour en savoir plus sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Merci. Bonjour, Laurent Giraud. Donc, vous vous doutez que je ne suis plus étudiant depuis à peu près une trentaine d'années. Je travaille comme chercheur chez Mérinov, qui est un centre de transfert. Et pour rester dans la veine de Ariane, on parle beaucoup des algues comme aliments du futur. Cependant, la filière de production et de transformation d'algues au Québec est encore très modeste. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des clients qui existent, notamment en cosmétique, en nutrition, mais qu'elles s'approvisionnent en dehors du Québec, tout simplement parce que les algues qui sont cultivées ou récoltées ici sont finalement peu étudiées. Et donc, les producteurs ne peuvent pas, en général, garantir même l'espèce, et encore moins la composition des algues. Donc, le projet Innovalgue que je pilote veut répondre à ces enjeux. Il met en réseau les expertises de 5 équipes de recherche. Donc, Mérinov, Chemitech, avec ma collègue Maria ici présente, l'Université Laval, Transbiotech et le Centre de recherche sur les biotechnologies marines, pardon. Et il y a plusieurs industriels partenaires qui suivent le projet et orientent les travaux. Donc, je vous invite à venir voir la fiche numéro 6 pour plus d'informations. Bonjour, je m'appelle Gwen Duval et quand je regarde le fleuve auprès duquel j'ai grandi, je pense à 3 choses. La fin d'une époque révolue où la mer était un immense dépotoir, la volonté partagée de le protéger et le peu de voiliers qui s'y aventurent. Et je pense que ces 3 choses appellent à un changement progressif dans la recherche en sciences de la mer. Je crois qu'il est temps de considérer des alternatives et d'utiliser la voile comme outil pour promouvoir la recherche durable et l'engagement des communautés. En France, les initiatives se multiplient. Tara, Astrolabe, Andromède, Vagabond sont des noms de voiliers, de fondations, de sociétés qui se sont tournés vers l'exploration maritime. Et pour joindre le geste à la parole, cet été, nous avons commencé un prototype où nous testons du matériel scientifique. Il y a plusieurs professeurs et étudiants qui nous soutiennent dans le projet. C'est une phase exploratoire. On teste ce qu'on est capable de faire et on aimerait s'ouvrir aussi à la science communautaire. Donc si ça vous parle, si ça vous intéresse, venez me voir, je serai à l'affiche numéro 1. Merci. Depuis que je suis impliqué au RQM, j'ai toujours senti que j'ai toujours voulu faire une place aux jeunes et ça a toujours été un peu difficile d'y arriver pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, j'ai rencontré par un concours de circonstances Émeric Bastien-Cartier qui m'a posé une question tout à l'heure. Donc, il s'est retrouvé ici. Il n'est pas invité, là, c'est moi qui l'ai invité. Et il n'a pas été invité formellement, c'est ça je veux dire. Et il m'a posé une question, puis m'a fait part de quelques réflexions, puis j'ai envie de lui laisser la parole pour une minute. Donc, tout d'abord, merci Dani de m'avoir invité. Dans le fond, moi, je suis étudiant à l'IMQ, donc l'Institut maritime du Québec. Je suis en navigation. Puis, comme de fait, j'ai eu la possibilité de venir au congrès. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Puis, je pense que faire une place aux jeunes, à la relève, dans le domaine, dans le secteur maritime, parler avec eux d'innovation, je pense que ça serait une bonne idée. Je vous le propose de faire l'initiative, peut-être de nous inviter dans vos ateliers, dans vos congrès, parler avec nous, parce que dans 10, 15, 20 ans, c'est nous qui vont être à votre place. Puis je pense que vous travaillez très fort, puis votre travail, il doit être bien. Puis, désolé, 2 secondes. C'est ma première fois devant un micro. Donc, ce que je voulais dire,
Je pense que vous travaillez très, très fort. Puis le fait d'en parler avec nous, dans 10, 15, 20 ans, je pense que votre travail aura une plus grande importance puis une plus grosse répercussion dans le domaine de l'innovation, de l'environnement, etc., pas mal dans tous les secteurs, en fait. Donc, sur ce, j'espère vous revoir au prochain congrès avec mes collègues de l'Institut. Puis, je vous souhaite une belle journée. Donc, avant de s'en aller prendre la bière ensemble, il y a des étudiants qui ont travaillé fort pour faire des affiches et je les inviterai à venir venir me rejoindre ici sur le devant. En rafale, Julie, Sylvia, Caroline, Irène, Joël, Olivier, Doriane, Ismaël, Mathieu, Fanny, André et Louis-Joseph. C'est bon, c'est bon. Donc, Julie est la première. C'est toi? Donc, Julie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler brièvement de mon projet de recherche. Donc moi, j'en suis à la 2e année de mon projet de thèse et ce projet, il a pour but, il vise à être en fait une preuve de concept du développement de nouvelles activités dans des territoires isolés, donc dans mon cas, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en prenant en compte dès le début et tout au long du projet les diverses parties prenantes et les communautés locales. Et donc pour réaliser ce projet de recherche, je m'intéresse à l'espèce principale des eaux douces de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'omble de fontaine. Et moi, mon travail consiste à décrire l'état de santé de ces populations et à définir les caractéristiques biologiques et physiologiques de ces populations pour permettre le développement de l'écotourisme avec l'activité de pêche de loisirs, mais également à plus long terme pour permettre le développement d'une production aquacole, à la fois pour la production alimentaire, mais également pour soutenir ces populations sauvages. Donc je vous invite à venir à mon affiche numéro 19 pour parler de ce projet. Merci Julie. Sylvia. Hi, my name is Silvia Rodriguez. I'm a master's student of environmental science at UKTR in partnership of the River Institute. And my poster is about tracking urban and agriculture inputs of Ecolite in the St. Lawrence River on board of the Lamsilis research vessel, which goes from Lake Ontario to Kakuna. So I will show some results from concentration of Ecolite and also some source tracking, so we can see where is the Ecolite coming from, if it's from humans or animals. Thank you. Oui, super. Donc, on va passer à Caroline maintenant. Allô tout le monde, mon nom c'est Caroline Denis, je suis étudiante à la maîtrise recherche en gestion des ressources maritimes à l'UQAR. Moi, comme vous savez peut-être, la première croisière d'observation des mammifères marins a lieu en 1971 à Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent. Puis depuis ce temps, en fait, ces activités sont en forte expansion dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, en 1990, il y a eu la création du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qui a répondu à la nécessité de mettre en place des mesures de protection et de conservation des espèces marines dans le fleuve Saint-Laurent. Pour les divers mammifères marins qui s'y présentent, dont le beluga qui niche à longueur de l'année dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, aussi, depuis ce temps, il y a des activités d'observation de mammifères marins qui se sont installées dans le parc marin de Saint-Laurent. Mais par contre, ces activités doivent être en harmonie avec les mesures de protection et de conservation. Donc, voilà, mon objectif, très, très rapidement, de ma recherche est d'identifier la relation entre les attentes et la satisfaction de la clientèle vis-à-vis la protection et la conservation des espèces marines dans le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent. Merci. Moi, c'est la fiche 26. Merci, Caroline. Irène, maintenant. Irène. Oui. C'est bon. Allô, bonjour. Je suis Irène Roca. Je représente une équipe qui vient de l'Université de Québec à Outaouais. Et le travail qu'on veut présenter ici aujourd'hui porte sur le développement et l'application d'outils qui vont permettre l'extraction d'informations de façon automatique
et en continu à partir des enregistrements acoustiques. Donc, en concret, on a développé un pipeline à l'aide de l'intelligence artificielle pour extraire l'information sur la présence-absence, le type de vocalisation qui va être éventuellement relié au comportement et composition des troupeaux et les classes d'abondance des belugas de Saint-Laurent. Donc, ce modèle est flexible, on peut l'optimiser en termes de temps de calcul et performance. Et par exemple, si on veut l'appliquer dans un contexte de conservation dynamique, on peut envisager de l'appliquer à temps réel pour atténuer l'impact des bruits de la navigation sur les belugas. Et donc voilà, si vous avez des questions, si vous vous intéressez, vous voulez parler avec nous, on est à la fiche numéro 22. Merci, Reine. Olivier. Bonjour. Allô? C'est correct? Ça va. OK, donc, allô, moi c'est Olivier Érard, je suis aux études à la maîtrise à l'ISMER. En fait, moi je suis ici pour vous présenter mon affiche qui porte en fait sur les flux de CO2 à l'interface RO dans le continuum Rivière-Kamouraska, fleuve Saint-Laurent. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je vous présente et je m'intéresse en fait à savoir est-ce que ces eaux de surface-là, de ces eaux côtières-là, agissent comme des puits de carbone de l'atmosphère ou comme des sources de carbone vers l'atmosphère. Est-ce que ça, c'est un comportement qui change au niveau des saisons? Est-ce que c'est un comportement aussi qui est identique tout le long du continuum? Étant donné que comme le continuum, on part vraiment de la rivière Kamouraska, qui est une eau douce, à le fleuve Saint-Laurent, qui, au niveau du Kamouraska, n'est pas doux et salé, avec des eaux qui sont aussi intermédiaires au travers. Il faut essayer de voir comment ce comportement-là, il change avec toutes ces variables-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me voir à la fiche 23, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Merci. Merci, Olivier. Merci beaucoup. On passe à Doriane maintenant. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Doriane, je suis étudiante au doctorat en sciences des aliments à l'Université Laval, sous la direction de Lucie Beaulieu. Donc mon projet de doctorat, en fait, il s'imbrique dans un projet plus large qui s'appelle Neuronalgues et qui vise en fait à valoriser les algues du fleuve en étudiant leur effet sur la santé cognitive. Donc je m'intéresse particulièrement à une macroalgue rouge, Palmaria palmata, et à une famille de molécules qu'elle synthétise, qui sont les acides aminés analogues à la mycosporine. Donc c'est un nom un petit peu barbare, mais ces molécules sont très intéressantes et malheureusement aujourd'hui on n'a pas de standard qu'on peut acheter dans le commerce pour les étudier. Donc moi ma partie du projet en fait elle s'articule vraiment sur la mise au point de méthodes d'extraction, de détection, de quantification et d'identification de ces molécules pour justement être capable d'étudier ses effets sur la santé cognitive. Donc moi, c'est ces méthodes-là que je présente dans mon affiche. Et l'affiche juste à côté de moi, c'est celle de Meryl, où elle présente les résultats justement sur la santé cognitive. Merci. Merci, Doriane. Merci beaucoup. On va passer à Ismaël. Oui, à vous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous présenter notre projet visant à améliorer les prédictions des heures d'arrivée des navires grâce à l'intelligence artificielle. Nous sommes tous conscients des défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs de l'industrie maritime en raison des incertitudes entourant les heures d'arrivée des navires. Cette incertitude entraîne des conséquences néfastes impactant les terminaux, les compagnies maritimes et les différentes parties prenantes impliquées dans les accords commerciaux de transport. Pour répondre à ces défis, nous avons utilisé des techniques avancées d'apprentissage profond pour développer des modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction des heures d'arrivée des navires dans le fleuve de Saint-Laurent. Et notre projet a justement démontré des résultats significatifs et des précisions fiables et précises et offrant ainsi des perspectives d'amélioration aux acteurs de l'industrie maritime permettant d'améliorer leur efficacité, d'accroître leur compétitivité et aussi de répondre aux besoins croissants des clients. Je vous invite à consulter notre affiche pour plus de détails sur nos résultats. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Mathieu, maintenant. Bien, bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu Michaud. Mon affiche présente mes résultats de ma maîtrise que j'ai faite en partenariat avec François Guillemette et Gilbert Cabana à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis notre zone d'étude était la zone littorale du lac Saint-Pierre et sa plaine inondable. Puis c'est un milieu où ces écosystèmes ont subi d'énormes pressions anthropiques durant les dernières décennies, principalement au niveau agricole où il y a eu un changement des pratiques
où on a adopté des pratiques conventionnelles de maïs et de soya qui ont pris place aux cultures plus pérennes et des milieux humides de la zone littorale. Donc, on a utilisé un gradient d'utilisation des sols qui va des milieux agricoles perturbés vers des milieux plus naturels comme des forêts naturelles et des milieux humides. Puis, on a échantillonné de l'eau lors des crues printanières de 2019 et 2022 pour voir un peu l'effet que ça avait sur les communautés bactériennes, la qualité de l'eau, mais aussi la composition de la matière organique dissoute. Donc, si vous voulez en connaître un peu plus sur ce milieu-là puis sur les différentes variables qu'on a mesurées, venez me voir à mon affiche, ça me fait plaisir. Merci. Merci, Mathieu. Fanny. Bonsoir à tous. Moi, je vais prendre 1 minute de votre temps juste pour vous parler de mon projet de thèse que j'effectue à l'INRS sous la supervision de Yves Saint-Pierre et la co-direction de Dominique Robert. Et moi, je m'intéresse à la santé des poissons, donc de 3 poissons en particulier, la morue franche, le flétan du Groenland et le flétan de l'Atlantique. Donc, c'est des espèces qu'on pêche dans l'est du Canada. Et je me suis vite rendu compte qu'avoir l'état de santé, c'est relativement compliqué. C'est très peu mis au point et beaucoup moins que dans un autre domaine où on s'intéresse beaucoup à la santé, c'est le domaine biomédical, où là, il y a plein de biomarqueurs qui existent et beaucoup de choses qui sont faites pour avoir rapidement l'état de santé d'un être humain. Et moi, j'aimerais adapter toutes ces techniques aux poissons pour que ce soit plus simple pour les monitorer et gérer les stocks par la suite. Donc, je m'intéresse notamment aux bactéries qu'on trouve dans le sang. Donc, oui, il y a des bactéries dans le sang, ne vous inquiétez pas. Mais ces bactéries peuvent nous donner plein d'informations sur l'état de santé. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir me voir à la fiche 27. Et j'ai aussi une BD qui est affichée dans le couloir, à l'endroit où on mange. Merci beaucoup. Merci, Fanny. André, maintenant. Bonjour tout le monde, moi c'est André Cuenca, je suis étudiant en doctorat en biologie à l'UQAR, investi en écophysiologie animale et je vais prendre quelques secondes pour vous parler un peu de l'oxygène. Quand on pense à la vie animale, on pense souvent à ce qui est nécessaire et l'oxygène joue un rôle central dans notre métabolisme. Donc, et on connaît des environnements aquatiques où l'oxygène il manque, comme ici à notre côté, le Saint-Laurent. Dans ces mauvaises conditions, on connaît des animaux qui sont capables de s'échapper, notamment ceux qui nagent bien, comme des poissons et des crustacés, mais il y a des autres qui restent et qui prospèrent ou qui font quand même juste le mieux pour survivre dans ces conditions. Donc, en pensant à ça, on était investi à comprendre ce que ces animaux qui restent dans ces environnements hypoxiques, qu'est-ce qu'ils font au niveau moléculaire, quels sont les mécanismes qu'ils ont pour les rendre capables de survivre dans ces conditions-là. Donc, si vous êtes encore intéressé à ça, venez me voir et mes résultats à la fiche 24. Merci. Merci beaucoup, André. Et le dernier, non le moindre, Louis-Joseph. Oui, merci. En tant que dernier présentateur de la journée, moi, je veux juste remercier la présence de café ici. Sinon, je pense que je ne serais pas là. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis-Joseph Brouillard, puis je suis étudiant en maîtrise en biologie à l'Université Laval, et plus spécifiquement en écologie côtière et portuaire. Le projet que je vous présente ici en 1 minute, c'est une approche paléo-environnementale d'un réservoir artificiel portuaire urbain qui est bien populaire à Québec, qui est le bassin Louise, que vous avez tous vu en vous en venant ici au terminal de croisière. C'est le bassin qui est juste à côté, à 100 mètres d'ici. Donc, l'approche paléo-environnementale, c'est une approche qui consiste à étudier une archive sédimentaire, donc souvent sous la forme d'une carotte, d'en quantifier son contenu biogéochimique et ensuite de conclure par rapport à l'évolution d'un écosystème. Donc, comment un écosystème ou un environnement a changé en lien avec différentes activités qui s'y sont déroulées. Dans le cas du bassin Louise, on parle d'activités essentiellement récréatives, mais aussi industrielles. Et dans le cadre de cette approche-là, moi, j'ai regardé la présence de contaminants, mais aussi de diatomies, qui sont des algues microscopiques qu'on utilise souvent en limnologie. Et cette étude-là, ça nous a permis de récolter une archive qui couvre plus de 50 ans, donc plus d'un demi-siècle. Et ça nous a permis aussi de retracer un événement qui a complètement changé la donne pour l'écosystème du bassin Louise. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir c'est quoi l'événement, vous allez devoir venir voir mon affiche. Donc, affiche 25, merci. Merci pour le cours de marketing. Donc, ça conclut la session sur la santé des écosystèmes. J'aimerais d'abord remercier tous les gens qui sont présentés, les étudiants qui ont des affiches, surtout leur donner un bon coup de...
Bon coup de main. Merci.